Bonsoir à tous. L'année des utopies, et puis l'utopie aujourd'hui. L'utopie d'aujourd'hui serait-elle celle de se battre contre le terrorisme? Utopie concrète, et ainsi de se battre avec des armes de guerre. À celle-là, j'oppose une autre utopie. Au-delà des bombes, du déploiement de processus de haine, peut-on employer la force de l'esprit, celle des chercheurs de dialogue, des partageurs de connaissances et de culture? Utopie concrète. Sans attendre et sans passer par les décisions de nos dirigeants, ne peut-on pas livrer des messages de tolérance et au-delà, de partager autour de nous, aux isolés, aux déracinés que nous croisons si proches de nous? Les messages affichés en nos murs ne doivent-ils pas passer par-delà les murs et le dialogue des cultures devenir pratique quotidienne? Un mot, une phrase, un sourire peuvent toucher l'autre. L'utopie culturelle, celle des rencontres. Il est également question d'utopie concrète et de rencontre au cœur des 3 conférences de Christian Gillot. La rencontre d'un site et d'une intention. Je le cite. Le site est-il ce que l'on prend pour soi quand on cherche la forme d'un projet, ou peut-on dire au contraire qu'il y a une sorte d'invention du site qui peut naître quand un projet met en évidence certaines valeurs du site qui étaient jusque-là peu lisibles? Ce que l'on cherche dans le site est-il basé sur une interprétation ou sur des éléments concrets, lesquels comment? La première conférence de ce cycle nous parlait des sols de la ville, avec pour illustration le Corbusier à Venise. La deuxième nous entretenait des murs de la ville. Le propos était appuyé par l'œuvre d'Herzog et de Meuron à Bâle. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir Christian Gillot pour le 3e volet de ce cycle. Il nous entretiendra des traits de la ville, cette fois, avec pour illustration, je suppose, les dessins de Beuys et de Tsai Chuan-Li. Et puis, à l'issue de cet excursus 3, pour clôturer ce cycle de conférences, un drink vous permettra de vous détendre tout d'abord et puis de prolonger agréablement ces moments de conversation. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'est un drink pour me détendre. Vous êtes détendu. Bon, merci pour votre fidélité malgré les pressions entre Daesh et la LGTB. On trouve quand même un moyen d'arriver sans frein. Merci pour votre fidélité. Voilà. Donc, je remonte quelques images que j'avais montrées, mais qui sont vraiment fondatrices, notamment cette invitation faite à Michel François, qui, de manière tout à fait bienvenue par rapport à ce que j'essaie de développer ici, nous propose de partir de ce qui existe. C'est peut-être inconfortable. Partir de ce qui existe de façon très discrète. J'ai l'impression que c'est inconfortable. Ça marche comme ça résonne, non? Ça ne te gêne pas, ça? Non, ça ne me gêne pas, si le son est correct, en fait. Est-ce que le premier travail consistait à regarder par exemple des villes et regarder des plans de villes et de comprendre que la première construction, c'est celle du sol. Voilà. Le sol existe, il n'y a pas comme ça la situation où le sol existe et on attend un architecte. Souvent, là, le sol, la fabrication du sol, les manières de donner les limites du sol est un premier travail, le degré zéro de l'architecture peut-être. On avait vu les plans de Genève, on avait vu des positions particulières, la gare par rapport aux murailles, le square du Mont Blanc par rapport à la gare, par rapport aux fortifications, etc. Il y a autant d'inventions dans ces questions de sol avant l'architecture et peut-être même la question du style, bien évidemment. Et puis on avait pris des regards, par exemple celui-ci qui nous montrait des morceaux de Genève dans des cadrages de Greenaway avec la chose la plus intéressante dans tout ça n'est peut-être pas simplement l'académisme pourtant très élégant, mais la manière par laquelle il y a des découpages de sol, des positions, des relations, des multiplications. Après, on a compris qu'il fallait découper le sol. Voilà. Donc on construit
construit le sol et puis on découpe le sol. Et on avait pris un exemple qui était par exemple celui d'un îlot à Bruxelles, avec des découpages qui portent en eux des valeurs, comment faire un coin, qui pique les jardins de qui, qu'est-ce que c'est qu'une équivalence, etc. Et puis aussi comment on construit ça, et si la construction est une question inspirante. Par exemple, comment on construit un système, une espèce de mesure dans lequel les choses vont arriver, mais qui semble être première, puisque cette chose existe, devient le pignon d'un bâtiment, entre deux bâtiments, et puis elle redescend de l'autre côté et on en voit l'épaisseur en façade. C'est assez intéressant de changer d'échelle, de se dire, tiens, en fait, ici, une ville, c'est peut-être, en tout cas Bruxelles a été un moment, un ensemble de voiles qui sont hauts, puis ils redeviennent bas, et puis on vit entre les voiles, et puis on peut exprimer peut-être cette situation. La façade n'est pas l'emballage en volume, c'est une chose qui vient comme les pièces viennent entre des mesures. Et puis ça peut s'exprimer. D'ailleurs, c'est un système constructif. Pour que la personne dont la façade est orange puisse monter droit, il s'agit évidemment de ne pas recouvrir le mitoyen. Sinon, on a des façades qui zigzaguent, ce qui n'est pas très élégant. Et puis, tout ça peut être inspirant aussi. On avait parlé de Bâle, on avait regardé quelques grands découpages avec des traces du passé très évidentes, évidemment de murailles, qui créent des dispositifs dans lesquels s'installent des espaces publics ou des textures qui sont tranchées par des murs qui ont des géométries qui semblent obliques à l'échelle de la place, mais qui sont tout à fait compréhensibles à l'échelle de la ville. Évidemment, à l'échelle de cette place-ci, le mot place n'est pas adéquat. À l'échelle du tissu, ça semble oblique par rapport à cela, mais c'est tout à fait compréhensible à une autre échelle. Donc le désir de changer d'échelle tout le temps. Pour comprendre où Jacques Herzog habite, il faut comprendre que cette ligne-ci, c'est pas lui qui la dessine, ce changement d'angle, c'est pas lui qui le dessine. Il y a plusieurs choses qui viennent comme ça. Et après, on peut les masquer ou on peut en tirer profit. On peut en tirer profit en mettant en point, par exemple, un système d'épaisseur. C'est considéré une espèce de monumentalisation du système constructif qui vient en faisant tourner les colonnes, donc en leur donnant une forme qui est beaucoup plus légère et qui n'évoque pas du tout la question du plan de référence dans lequel on percerait des trous. Et puis ça peut être un peu étrange, évidemment, ça peut se terminer par une espèce de cabane sur le toit, et puis ça se poursuit aussi avec des façades parfois assez symétriques, et puis pourtant un peu en second plan pour aller chercher le mitoyen, monter, donner accès au premier étage, là où il y a un autre mitoyen, ici. Donc une série de choses viennent, des bâtiments qui existent en numéro 1, puis en numéro 2, et puis on peut imaginer qu'après des géométries viennent, se décalent et installent des épaisseurs, et puis ont une certaine autonomie. Voilà, ce qui va également intéresser à l'homme. On avait discuté de ça. Cette phrase de Baudelaire qui définit la modernité comme ce moment dans lequel il y a à la fois la chose éternelle et immuable, mais aussi la chose qui pourrait exister ou ne pas exister. Donc cet équilibre qui l'éloigne de la version classique dans laquelle tout serait immuable. La modernité, le peintre moderne, il nous dit à la recherche de ce moment où la moitié de l'art qui serait contingente, ça pourrait se passer ou pas, ça pourrait se plier ou pas, et pas au même endroit forcément. Il ne plie pas les choses au même endroit. Et puis un autre système qui, lui, reste question de proportion, une question d'équivalence qui traverse tout. Donc on pourrait partir de la réalité. Comment? Alors je propose de travailler par couches successives, on peut faire un ensemble de chapitres numérotés, avec le souci de comprendre la relation qu'on pourrait avoir avec le dessin. Parce que je pense que à partir de l'existant, plutôt que la réalité, à partir de l'existant, comment, pour quelle connaissance, voilà, quelle est notre manière et quel type de connaissance par le dessin. C'est pour ça que le troisième exposé, cette fois-ci, s'appelle Les traits de la vie. Par le dessin, on essaie de voir quel type de réalité, quel type de connaissance face à l'existant. Le premier regard serait sous cette ambition-ci. Nous tenions le crayon et voilà qu'elle nous tire. Bon, c'est déjà pour mettre en doute certaines choses que j'entends souvent et qui, je dois dire, ne me convainquent pas tout à fait. Qu'as-tu voulu faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'as-tu voulu exprimer? Arrêtez d'énerver les étudiants. Qu'est-ce que tu as voulu faire? C'est quelle est la question, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui apparaît sur le dessin? Où nous mène ce dessin? Est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Quand j'étais étudiant, j'étais très marqué évidemment par toute une série d'enseignants, dont je vais vous montrer les travaux, mais d'autres comme Yves Lebert qui nous répétait tout le temps une phrase de Paul Klee qui nous dit « L'artiste sait tout, mais il le sait après ».
Et Paul, qu'est-ce que tu as voulu faire? La question n'a pas de sens. Bonjour monsieur Cli, qu'avez-vous fait? Voilà, et je n'en sais rien moi-même. Regardons. Voilà. On pourrait penser ça. Et on pourrait s'appuyer pour cela sur un texte d'Italo Calvino, dont ceci est une traduction vintage, comme on dit, n'est-ce pas? Puisque maintenant il y a une nouvelle traduction, j'espère que l'image est un peu plus belle. Et ce n'est plus si par une nuit d'hiver en voyageur, c'est si une nuit d'hiver en voyageur, comme quoi la traduction est un gros effort. Donc voilà un texte absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez lu Si une nuit d'hiver en voyageur, il faut absolument lire, c'est un livre absolument magnifique d'Italo Calvino dans lequel il y a ce passage où il nous dit ceci: le texte sacré dont on connaît le mieux dans quelles conditions il a été écrit, c'est le Coran. Entre la totalité et le livre, les intermédiaires étaient au moins deux. Mahomet écoutait la parole d'Allah et la dictait à son tour à ses scribes. Donc vous voyez l'histoire, le gars il est là, il réfléchit, il écoute, Dieu lui parle, et puis il se concentre, il n'écrit pas, il se concentre, et puis il dicte à celui qui écrit. Un jour qu'il dictait à Abdullah, ce que rapportaient ses biographes, Mahomet s'arrêta au milieu d'une phrase. Le scribe, instinctivement, lui suggéra la conclusion. Distrait, le prophète accepta comme parole divine ce que lui avait dit Abdullah, ce qui scandalisa le scribe, qui abandonna le prophète et perdit la foi. Calvino nous dit ceci, il se trompait. L'organisation de la phrase, c'était en définitive une responsabilité qui lui incombait. C'était à lui de tenir compte de la cohérence interne, de la langue écrite, de la grammaire et de la syntaxe. Ce n'est pas un problème de Dieu, ça. C'est celui qui écrit qui décide ça. Enfin, qui ne décide pas, qui obéit aux lois de la syntaxe. Voilà. Pour y accueillir la fluidité d'une pensée qui s'écoule en dehors de toute langue avant de se faire parole. Et celle d'une parole particulièrement fluide, comme est celle d'un prophète. Du moment qu'il avait décidé de s'exprimer dans un texte écrit, Allah avait besoin absolument de la collaboration du scribe. Mahomet le savait et laissait au scribe le privilège de terminer ses phrases. Mais Abdullah n'avait pas conscience des pouvoirs dont il était investi. Il perdit la foi en Allah parce qu'il lui manquait la foi en l'écriture et la foi en lui-même comme opérateur de l'écriture. La question n'est pas de savoir qui a voulu faire quoi. À partir d'un certain moment, les choses sont en place et se tiennent sous des structures qui les gouvernent jusqu'à leur accomplissement. Alors, que pourrait-on dire? Quelle serait la part du dessin qui se termine seule? Celle que l'on prend pour soi dans le dessin d'un autre. Et revenir au premier titre que je vous proposais, nous tenions le crayon, et voilà qui nous tire. Si on se laisse emporter dans ce voyage, on va rencontrer Christian d'Autremont, du Cobra, évidemment, qui nous dit ceci: la vraie poésie est celle où l'écriture a son mot à dire. Voilà. Sous le pont Mirabeau coule le Lacet, c'est pour nous dire quoi? Qu'il est amoureux, mais on s'en fiche. Enfin, je veux dire, Apollinaire, si c'est pour nous dire que tu es amoureux, c'est pas la peine d'écrire ça. De toute façon, 100 ans plus tard, on ne peut rien, on ne sait plus rentrer en matière avec ça. Par contre, avec l'écriture, avec les mots, avec les formes, oui, on peut rentrer en matière. Avançons. Que peut-on s'apprendre lorsque l'on dessine? Pas que peut-on apprendre, mais que peut-on s'apprendre? D'ailleurs, on ignore ce que l'on va trouver. Et ce dessin va nous apprendre quelque chose. Pour progresser dans cela, je vous propose de revenir vers Merleau-Ponty et les magnifiques livres de l'esprit dont j'avais parlé. Et il y a cette partie, page 71, où il nous dit ceci qui est tout à fait fascinant. Quand on y pense, c'est un fait étonnant que souvent un bon peintre fasse aussi de bons dessins et de bonnes sculptures. Ni les moyens d'expression, ni les gestes n'étant comparables, c'est la preuve qu'il y a un système d'équivalence, un logos des lignes, des lumières, des couleurs, des reliefs, des masses, une présentation sans concept de l'être universel. Laissons de côté l'être universel qui est une histoire un peu compliquée, pour quand même s'étonner du fait que ceux qui jouent au basket correctement ne jouent pas au foot correctement, et qu'un bon volleyeur n'est pas forcément un bon nageur. Et pourtant, un bon peintre est un bon dessinateur. C'est un peu étonnant ce qu'il nous dit. Et puis c'est stupéfiant, vous regardez en bibliothèque les livres sur les gens qui font de la peinture, ils font des dessins magnifiques. Et puis même, on pourrait dire, les livres sur les dessins d'architecture qui font des dessins magnifiques. Comment peut-on vivre avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la même chose de dessiner et de faire des bâtiments, pourtant. Comment se fait-il que l'histoire nous a laissé toute une série d'architectes dont les bâtiments sont magnifiques et dont les dessins sont magnifiques? Voilà, c'est l'étonnement de Merleau-Ponty. Quand on y pense, c'est un fait étonnant que souvent un bon peintre fasse aussi des bons dessins, de bonnes sculptures. C'est étonnant que souvent des architectes fassent des bons dessins et de bonnes...
dessin. Alors qu'est-ce que l'on peut penser de ça, évidemment? Qu'on dessine pas de la même manière. Et donc c'est amusant de voir par exemple ce dessin de l'Acropole de Le Corbusier. Qu'est-ce que c'est que l'Acropole pour Le Corbusier? C'est une échelle territoriale dans laquelle il y a la mer, dans laquelle il y a des montagnes, dans laquelle il y a des situations géologiques et dans laquelle il y a des bâtiments. Karen va à l'Acropole, il dessine autre chose. Karen va à l'Acropole, il dessine le ciel, il dessine la lumière et la lumière qui rentre dans le bâtiment. Et donc la lumière qui est découpée. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a cette première fascination pour le fait que, oui, ces architectes qui font des bâtiments magnifiques dessinent de magnifiques dessins. Alors c'est assez étonnant, n'est-ce pas? Quels sont les architectes que vous aimez? Et comment dessinent-ils? Comment dessinez-vous? Est-ce qu'il y a une relation entre la manière de dessiner et la manière de mettre en évidence les structures de l'espace? Ça pourrait nous occuper, tout ça. Donc un dessin qui va à la rencontre du réel, de la réalité, on va discuter de ça, enfin en tout cas du monde tel qu'il est, et puis qui fait un dessin. Et c'est pas M. Le Corbusier qui avait voulu faire, M. Le Corbusier, j'ai fait ça. Voilà. Lui, il met toujours l'horizon. Le Corbusier a une échelle, Karen a une autre échelle. C'est intriguant et ça a fait l'objet évidemment de recherches, de publications, tout ça est fascinant. Il y a quelques années une exposition au Kunsthalle de Zurich, Henri Cartier-Bresson, Alberto Giacometti, la décision de l'œil. Voilà. C'était une exposition magnifique dans laquelle étaient présentés en dialogue Giacometti et Cartier-Bresson dessinant. Et rien d'autre. Alors, c'est étrange parce qu'évidemment, normalement, Giacometti, c'est des sculptures, s'il faut dire quelque chose. Voilà. Disons que Giacometti, c'est plutôt dans la catégorie sculpture. Cartier-Bresson, c'est plutôt dans la catégorie photographie, a priori. Or, il s'avère qu'ils dessinent tous les deux et qu'ils dessinent des dessins magnifiques. Et qu'ils nous disent ceci, on doit se tenir exclusivement au dessin. Si on parvient à dominer ne fût-ce qu'un peu le dessin, alors tout devient facile. C'est Giacometti qui nous dit ça. Et il y a des collections de dessins de Giacometti incroyables. Cartier-Bresson, la photographie est un acte immédiat, le dessin une méditation. Et puis des dessins magnifiques, c'est incroyable. Cartier-Bresson qui fait ses photos inouïes, évidemment qu'on connaît, et puis qui fait ses dessins. Donc cette mise en dialogue est tout à fait étonnante. Que dessine Giacometti? Alors je vais vous montrer beaucoup de dessins aujourd'hui. Peut-être trop vite, peut-être il faudrait passer plus de temps. C'est des espaces. Giacometti dessine des espaces comme notre œil bouge sur la feuille aussi. Il y a des expériences de psychologie qui ont été faites, évidemment, dans lesquelles on fixe des caméras, des ordi, je ne sais pas quoi. On regarde ce que regardent les gens, comme ça. Je regarde un portrait. Je regarde une personne, et puis en fait, je vais regarder ses yeux, puis ses oreilles, et puis ses yeux, et puis ses cheveux, et puis ses yeux, et puis sa bouche, et puis ses yeux, et puis le paysage, et puis ses yeux. Donc on peut suivre le regard d'une personne qui regarde une réalité, et alors on pourrait dessiner et suivre la trace. Et en fait, on obtient presque un dessin de Giacometti. C'est-à-dire une espèce d'insistance. On pourrait parler d'une espèce d'insistance, mais en plus des structures spatiales magnifiques. On peut voir plusieurs choses à la fois. On peut voir avec insistance et on peut voir plusieurs choses à la fois. Je peux regarder ça, mais je peux voir ça aussi, je peux voir ça. Donc, c'est beaucoup mieux qu'un appareil photo. On peut avoir une insistance et on peut voir plusieurs choses à la fois. Après, on peut trouver des thèmes, évidemment, pour regarder tous ces dessins, dont toute une série qui sont repris d'un livre qui s'appelle Paris sans fin. Donc, à la fin de sa vie, Giacometti dessine Paris, dessine Paris, dessine Paris. Et puis, on relit tout ça et ça s'appelle Paris sans fin. Et on peut voir plusieurs cadrages sur la même feuille. Enfin, pas plusieurs cadrages, on peut voir plusieurs choses. Toujours ça, mais aussi ça, mais aussi ça. Donc on peut dessiner pour voir plusieurs choses à la fois. Après, il y aura le même dessin. Je crois que c'était l'animal qui se met à parler. Le même dessin fait par Cartier-Bresson, ils vont au même endroit d'ailleurs. Après, c'est amusant de se promener dans Paris, on voit des choses comme ça et on voit des choses comme ça. On dit, ah tiens, c'est ici qu'il a dessiné. Ça, c'est rigolo de retrouver les choses. Qu'est-ce qu'on voit?
Qu'est-ce qu'on voit sur un dessin? Qu'est-ce qu'on voit sur une photo? Voilà, pourquoi est-ce qu'on doit dessiner? Qu'est-ce qu'on peut voir sur un dessin? Qu'est-ce qu'on peut voir sur une photo? Qu'est-ce que c'est que voir? Qu'est-ce que c'est que le monde? Quelles sont les structures? Qu'est-ce qu'on voit sur un dessin? Ce qu'on veut voir. Qu'est-ce qu'on voit sur une photo? Des pixels que l'appareil photo choisit et prend. Mais ça, c'est vraiment méconnaître une des valeurs du cerveau. Donc, c'est notre capacité d'attention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire voir le monde? Qu'est-ce que ça veut dire être attentif? Je suis venu en voiture ce matin, j'étais très attentif, je n'ai pas fait d'accident. Okay. Donc, chaque fois qu'il y avait un feu rouge, je me suis arrêté au feu rouge. Combien de feux rouges? Aucune idée. Je m'arrête au feu rouge, j'oublie le feu rouge. Okay. Si on devait retenir tous les feux rouges auxquels on s'arrête, le disque dur, il n'est pas trop vite, hein, je veux dire. Si on devait retenir toutes les voitures bleues, on a la tête qui tourne. L'appareil photo, il voit qu'il y a une voiture bleue, mais on ne la voit pas, la voiture bleue. C'est comme le feu rouge, elle est là, mais elle n'est pas là. Je veux dire, nous, on voit autre chose que cet appareil photo voit. Nous, on ne voit pas les voitures bleues. On regarde un espace dans lequel il y a des voitures qui passent. Voilà. Et même s'il y a toujours des voitures, oui, voilà, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a des arbres qui bougent dans le vent. La question, c'est qu'il y a des profondeurs à l'espace. La question, c'est qu'il y a des structures avec des événements, etc. Et l'œil voit ça et le dessin voit ça. Le dessin souligne en réalité. C'est-à-dire que la connaissance qui passe par le dessin est irremplaçable parce qu'elle souligne. On peut passer aussi à Cartier-Bresson qui fait des dessins magnifiques. On se cite un très beau livre, Dessins de Cartier-Bresson, qui dessine des paysages avec des îles, avec des presqu'îles, ou qui dessine des oiseaux. C'est la même chose. Quand on regarde sa manière de dessiner, par exemple, c'est stupéfiant, mais on de voir qu'après, à un moment, un dessin a un langage. Voilà. Une manière de manipuler les structures, une manière d'élaborer des contrastes, la position du trait par rapport à la surface, la question du contour, comment créer des volumes avec la lumière. Comment créer la lumière, c'est très difficile, voilà, de faire d'un jardin un lieu de lumière. Donc d'imaginer toute la lumière qui passe à travers tous les arbres. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a autant de lumière qui passe à travers les arbres? Pour l'appareil de photo, sûrement pas. Bon, ça c'est sûr. Mais pour le dessin, la lumière passe à travers les arbres, la lumière vient, elle fait des ombres sur le sol, et la lumière fait exister des objets ici dans les Tuileries que Cartier-Bresson dessine et dessine et dessine. Oh, il habitait à côté, hein. il habitait Rivoli. Mais c'est quand même magnifique de voir tout le temps la même chose. Ça aussi c'est intéressant comme concept. Et si on dessinait toujours la même chose? Je ne sais pas, je dis ça sans faire de polémique. Moi, à la salle des profs, j'entends, les étudiants, ils ont ça la première semaine, ça la deuxième, ça la troisième, la quatrième. Pourquoi ils ne font pas la même chose toute l'année? Enfin, c'est un peu polémique, mais est-ce qu'on doit toujours progresser? Est-ce qu'on ne progresse pas en faisant la même chose mieux? Enfin, pas mieux, en essayant. Voilà. En découvrant ce que c'est. Il y a une quantité de dessins, de Tuileries. Après, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que lui en pense? Et lequel lui parle? Celui-ci, celui-ci. Ils nous parlent tous de quelque chose d'autre. Celui-ci nous parle de quoi? Celui-ci nous parle de quoi? Celui-ci nous parle de quoi? Est-ce qu'il le sait quand il le fait? Ce n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'à un moment, le dessin va chercher sa consistance. Certaines choses sont déjà présentes et puis il y a un peu de consistance. Par exemple, celui-ci, magnifique, avec une espèce de manière de couper en diagonale, de mettre la matière en mouvement, de laisser la lumière, de faire fusionner tout ça, de laisser les choses autonomes, de leur laisser de l'ombre, et puis de trancher tout ça au bout des grandes lignes, et puis la Seine, et puis le quai d'Orsay. Voilà, Cartier-Bresson, Tuileries, des arts plantés, des vides construits, des quais redressés au droit de nos rivières et les gares, gonflés de vapeur, et des statues tracées sur les plis de l'histoire. Ici, là-bas, ailleurs, dans le temps, dans l'espace, voilà, donc dessiné, c'est enlacer les cadrages dans nos mesures du monde. On voit plusieurs choses à la fois, on voit des choses qui sont trop loin, on voit des choses qui sont déjà passées, et des choses qui sont présentes qu'on ne voit pas. C'est un travail tout à fait spécifique. Un travail tout à fait spécifique dont la troisième étape pourrait être celle-ci, d'assister à la naissance de l'intimité de la forme qui se construit sous nos yeux. Donc la forme pourrait avoir une intimité. Je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce que c'est comme ça que je termine à travers Gestalt pour finir? Est-ce que peut-être l'intimité serait une question? La forme, pas en ce sens qu'elle est étrange par rapport à ni parce qu'elle est intellectuelle, ni parce qu'on peut la décrire, mais simplement une espèce de
relation d'intimité avec la femme, qui a été abordée par exemple dans comment dessiner la ville, avec une manière de dessiner la ville, ici les années de Bacon, où il dessine Venise. Venise comme une structure dans laquelle il y a de l'eau, dans laquelle il y a une ville, et dans laquelle il y a des séquences d'espace public, avec chaque fois un monument et un espace, une connexion, un monument, un espace, une connexion, un monument, un espace. Et les monuments sont pas au bord de l'eau. Les monuments sont pas au bord de l'eau et les monuments sont pas au bord de l'eau. Voilà. D'autres, Muratori par exemple, pour une histoire opérante de la ville de Venise, la dessine tout à fait autrement. Il dessine ce qui était blanc ici. Il dessine ce qui était blanc. Qu'est-ce que c'est que cette surface? Est-ce qu'elle a des structures? Est-ce qu'elle a des textures? Est-ce que ça se découpe en lanières? Est-ce que les bâtiments dans les coins se tiennent dans un sens ou se tiennent dans l'autre sens? Quelles sont les valeurs spatiales du découpage des sols qui sont blancs chez Bacon? Donc revenons au dessin, qui mène en quelque sorte à l'intimité de la forme qui se construit sous nos yeux, une connaissance en orthographe, quelques assises sans conclusion, ou à la sentinelle. Quelques assises sans conclusion, on est à peu près sûr de ça, mais on ne va rien conclure. Commençons par ça, et puis voilà. Nous, on est plutôt sentinelle, on regarde les choses se faire, on veille au grain, on regarde si tout ça pose d'autres questions. Oui, bien sûr, quelles questions? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de rater pas mal de choses? Par exemple, la question du cadrage. Si on fait ce cadrage, si Bacon a raison de dessiner ça. Mais si Bacon faisait un autre cadrage, prenons le Rialto par exemple, c'est pas ces traits jaunes qui dessinent là, c'est les traits jaunes qui vont jusqu'ici. Donc la mercerie, ça s'appelle les merceries. Les merceries à Venise sont une connexion majeure entre le Rialto et la tour de l'horloge. Mais encore faut-il avoir le cadrage adéquat pour faire apparaître ces structures. Donc c'est ça évidemment l'énorme difficulté. Il ne suffit pas de dire, il suffit de regarder. Il suffit de regarder quoi à quelle échelle. Voilà, ça c'est l'énorme difficulté. Tous ces livres de théorie souvent tranchent difficilement cette difficulté. L'art de bâtir les villes étudie les places et puis conclut que les formes sont irrégulières. Mais c'est malin, les seuls exemples qu'ils étudient, c'est des places de formes irrégulières. Donc si Camillo Sitti avait étudié toutes les places, tous les projets pour la place Louis XV, il ne serait certainement pas arrivé à la conclusion que la forme est irrégulière. Donc il y a cette difficulté de vouloir regarder de la manière la plus neutre possible, qui n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de trouver l'échantillon qui ait une certaine pertinence. Parce que sinon, on va trouver ce qu'on a envie de trouver, évidemment. Et donc pour être attentif à cela, je vous propose de suivre ces deux regards dans un cas particulier qui est le champ de Mars à Paris. Comment regarder le champ de Mars? Qu'est-ce que c'est que le champ de Mars? Comment dessiner le champ de Mars? Alors, Bacon l'a fait. Voilà. Bacon nous dessine Paris comme ceci. Supposons une rivière qui tourne. Voilà. Supposons une rivière dans laquelle il y a quelques monuments sur l'île principale et dans laquelle, sur la rive droite, il y a un monument principal, le Louvre, et tout fonctionne par tangente. Je prends la rivière et puis je pars. Et puis, supposons que sur la rive gauche, tout fonctionne par système perpendiculaire. C'est comme ça, il n'y a pas de doute. Savoir si ça a été voulu ou pas, c'est une autre question. C'est comme ça, il n'y a pas de doute. Donc, il n'y a pas de doute que l'on peut relier par un trait le Trocadéro, la Tour Eiffel, l'école militaire, perpendiculaire à la rivière, que l'on peut voir les Invalides, perpendiculaires, etc. Pour Bacon, la structure est un système de lignes dans une feuille blanche. Et Dieu, ici, est constitué par son axe central et par ses articulations entre Trocadéro, la Tour Eiffel et l'école militaire. Voilà. Et le parc a un axe. Ça n'est pas faux. Le parc a un axe, mais le parc a des bâtiments sur le bord. Et quels sont les bâtiments qui sont sur le bord du parc? D'ailleurs, où est le bord du parc? Alors à New York, c'est pas compliqué, le bord du parc. Il y a le parc et puis il y a les bâtiments. Et la ville se densifie au bord du parc. Donc on a une coupe avec le bâtiment plus haut et puis le parc. Et la ville ne se densifie pas au bord du parc, apparemment. À New York, la ville se densifie au bord du parc et les portes sont sur le parc. Comme une manière de reconnaître évidemment ce fait formel clé de ce qui est l'avant, ce qui est l'arrière. Après, nous, on pourrait dire, mais le bord du parc ici, est-ce que le parc c'est un problème de ligne? Est-ce que c'est un problème d'épaisseur, avec des bâtiments plus petits, avec des vides plus grands entre les bâtiments, ou avec des bâtiments un peu plus massifs?
avec des arbres ici, donc on pourrait peut-être même être amené à penser que le parc il va jusque-là. Enfin, j'en sais rien, peut-être, comment savoir. Eh bien, par exemple, par les questions de typologie. Est-ce que c'est un parc linéaire? Est-ce que c'est un parc qui a des épaisseurs? Est-ce que les bâtiments ont leur porte de ce côté-ci ou leur porte de l'autre côté? Ça mettrait évidemment en doute cette idée que le parc s'arrêterait ici. Alors on peut être attentif simplement, et puis dessiner. On peut dessiner un parc dont on voit des structures linéaires et dont on voit les bords qui se font avec des matières. C'est-à-dire tranchant les choses par système parallèle. Le premier est très ouvert, qui est l'axe de Bacon, mais d'autres qui nous disent autre chose. D'autres qui nous parlent d'épaisseur jusqu'à rejoindre l'épaisseur du bâtiment, dont la porte ne donne pas sur le parc. On peut aller voir tout ça et on va voir que ce bâtiment, voilà, ça c'est les arbres du parc, on pourrait dire, c'est les arbres des jardins, et puis c'est tranché par une ligne de clôture qui refuse évidemment tout contact entre ceci et cela. Par contre, ces grilles sont magnifiques, elles se prolongent latéralement. Elles passent, c'est un système, ce qui est magnifique, c'est le système, c'est pas la grille, le système de parc, de petits jardins qui est à l'arrière, parce que c'est à l'arrière de ces bâtiments qui sont au bord du parc ou dans le parc, tourne latéralement. Et le voilà. Mais le voilà encore. C'est ça qui est intéressant. C'est que ce système fait le bord, passe par les rues latérales, et puis on le retrouve plus loin. Après, tout ça devient intéressant, évidemment. C'est-à-dire que c'est un système. À chaque bâtiment, il y a ça. Voilà. Après, la question n'est pas celle de l'architecture du bâtiment, de savoir comment le système du jardin arrière, jardin latéral, et puis ça vient s'arrêter. Jardin arrière, jardin latéral, et ça vient s'arrêter. Et puis ça reprend. Ça vient, ça s'arrête, et hop, ça reprend au bloc suivant. Et puis, in fine, on les voit arriver, on les voit passer, comme ça, ah, bonjour, voilà le parc qui arrive, et puis voilà le parc qui continue. Et c'est donc un système. Donc on peut prendre, est-ce que c'est ça le bord? Est-ce que les jardins font partie du parc? Est-ce qu'ils étirent le parc jusque-là? Ou est-ce qu'ils le reprennent encore jusque-là? Puis à un moment, ça s'arrête forcément. À un moment, il n'y a plus de continuité, il n'y a plus de correspondance. Et puis il y a d'autres phénomènes d'appui qu'on pourrait décrire, mais qui ne sera pas décrit ici, à savoir que ceci s'appuie sur l'extrémité du bâtiment de l'école militaire. Après, il faut dessiner tout ça, on peut dessiner comme cela. On peut dessiner comme cela, et on peut dessiner comme cela. Donc faire apparaître ce qui est second. Dans un premier temps, la lecture de la ville est celle d'un rapport plein-vie. Dans un deuxième temps, c'est quand même une question d'articulation. On peut souligner certaines choses, et puis on peut essayer de comprendre comment ces choses font système. Elles font système en relation avec le parcellaire aussi. Donc ceci fait 3 côtés, ici ça fait que 2 côtés. 3 côtés, 2 côtés. Mais 3 côtés d'un ensemble qui n'est qu'une couche. 2 côtés d'un ensemble qui est 2 couches. Donc ça c'est très décisif aussi, de savoir si c'est traversant, ou savoir si au contraire ce sont des découpages qui ne sont pas traversants, et qui reposent évidemment un système assez abstrait qui donne des épaisseurs du bord du parc. Ça n'intéresse pas du tout Bacon. Ça intéresserait éventuellement à savoir la texture d'une ville, voilà, dessiner le monde pour être attentif à certains phénomènes, certains dispositifs spatiaux qui sont des faits. Voilà. Alors l'utopie peut se construire sur ces faits-là. Voilà, ça c'est comme ça. Donc on pourrait dire ceci, nous n'attendons pas d'un dessin qu'il se livre en lui-même, qu'il nous mène sans épaisseur à la chose dessinée. Qu'as-tu voulu faire? Et puis moi je suis transparent, et puis voilà, la chose est dessinée. Le dessin, la chose dessinée, l'ouverture de l'un et la plume de l'autre, en soulignant l'ampleur des rapports croisés, échangés, générosité, tout cela par la retenue. Nous savons si peu, c'est un privilège. C'est un peu étrange de dire ça dans une université, évidemment. Mais restons-en là, comme ça. Goûtons ce moment où on sait encore peu. Voilà. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Seulement, on observe et puis on devient très précis sur ce que c'est. Très précis. L'architecture, c'est un métier très précis. C'est précisément comme ça. On sait si peu, mais c'est en refusant de savoir plus qu'on parvient à savoir ça. Dès que l'on fonce sur un guide bleu de Paris qui va nous expliquer à quelle année a été fait la Tour Eiffel, ça c'est super intéressant, c'est pas ça la question, mais on ne parvient jamais à voir ça, alors ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr. À un moment là, il n'y a presque rien à voir. Chacune des choses est peu de choses, mais elles se tiennent dans un système et il faut accepter évidemment et même cultiver ce plaisir de savoir que, et d'y rester comme ça, comme un privilège en mettant de la générosité dans cette photo. Ça va être moralisateur aujourd'hui. Donc le 4e point serait la suite de tout ceci. On tient le crayon, voilà quel outil, qu'est-ce qu'on peut s'apprendre. C'est une question d'intimité de la forme. On reprend la part du dessin qui se termine seul.
prenant les mots de Calvino, en les transformant vers le dessin, évidemment, cette histoire, comme si le dessin se terminait seul. Et puis là, on peut prendre appui, ce que je vais faire pour la suite, maintenant sur des grandes figures, des gens qui ont dessiné, des gens qui ont peint, et on peut apprendre sur la manière de faire, sur notre manière de faire, sur une relation éventuelle, pas forcément déclarée ou déclarée, entre une manière de penser et une manière de dessiner, une manière de peindre. Ici, un peintre new-yorkais, Paul Rotterdam, un peintre autrichien, qui vit à New York depuis longtemps. Magnifique, si vous avez l'occasion de vous procurer des livres sur Paul Rotterdam, celui-ci sur ses peintures ou celui-ci sur ses dessins. Voilà. C'est des dessins magnifiques, il me semble. En tout cas, ce sont des dessins qui ont plus ou moins cette taille-ci, genre 1 mètre de large, 50 de haut. Donc c'est évidemment assez ingrat de présenter des scales, des projections par mur, parce qu'évidemment la sophistication de ces matières est difficile à lire, mais vous pouvez l'imaginer. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de dessins au graphite sur du papier lisse. Alors forcément, quand vous dessinez au graphite sur du papier lisse, il y a plusieurs textures qui peuvent apparaître suivant ce que vous faites. Les premiers traits restent visibles. Voilà. À partir d'un certain moment, l'effet de saturation du graphite devient opaque. Après, on peut décider qu'on veut gommer, alors on peut donner des coups de gomme dans tout ça. Alors ça devient, au contraire, ça devient très brillant. Quand on donne un coup de gomme sur le graphite, sur le papier lisse, d'un coup, ça devient complètement brillant. Alors si on le laisse comme ça, ce sont des coups où il y a dans le noir un peu lisse, il y a un noir très brillant, et puis si on continue à donner d'abord la gomme devient toute sale, et puis donc la gomme finit par faire du noir et du blanc en même temps, donc du blanc ici et du noir là, et puis il y a toute une texture qui peut apparaître, smudge, comme on dit en anglais, ça peut voilà, se mélanger, glisser, et puis à un moment, voilà, c'est un pur problème de géométrie qui se répète ou d'aléatoire. Après, c'est un travail sur supposons ça, supposons ça, supposons ça, supposons le trait, supposons la surface, supposons ce qui a une forme, ce qui n'a pas de forme, ce qui apparaît en fond, presque un volume. Finalement, je trouve ça très beau. Ça ou ça, par exemple. Donc, le dessin, mais à un moment, salut Paul, qu'est-ce que tu as voulu faire? Je ne sais pas. Alors, regarde, moi, j'ai connu Paul Rotterdam, j'ai vu comme professeur, je dois dire que c'est pas le genre qu'as-tu voulu faire? C'est voilà, c'est la main qui travaille, quand même, mais aussi l'œil qui décide quand même ce que je fais, ce que je ne fais pas. Là, j'en rajoute, ici, je mets du blanc, ici, voilà, donc ça donne une autre relation au dessin, mais ça parle de tension, ça parle d'espace, ça parle de surface, de tension, oui, on pourrait dire ça. Ça parle de répétition aussi, ça parle de répétition. Ça parle de vie aussi, hein. Donc ça, ce sont des dessins d'étudiants qui justement sont influencés par Paul Rotterdam. Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'un monument, c'est peut-être avoir à l'échelle d'une texture dans laquelle il y a des choses plus puissantes, des choses moins importantes, et puis il y a des positions dans des géométries. Ceci est monumental parce que peut-être qu'il a une position qui est particulière, peut-être parce qu'il a une forme particulière, ou peut-être parce qu'il n'a rien à déformer, ce qu'il y a autour. Ces questions de dessin, d'ordre de désordre sont assez inspirantes, je pense. Elles témoignent d'une foi, peut-être, dans un type de dessin où le dessin, la base du dessin qui se termine seul, je vous avais proposé. Dans la même catégorie, même si ce n'est pas du tout, même si c'est totalement suspect, disons ça comme ça, parce que c'est certainement pas eux, c'est certainement pas qui vont mettre ça en avant, mais on pourra en discuter. Voilà ce que je vous propose. Il y a tous les dessins de TH, donc l'école d'architecture de Zurich, Studio Basel, c'est-à-dire l'atelier de l'école de Zurich qui est localisé à Bâle. Donc il y a l'école politique de Zurich, les étudiants à Zurich, mais qui vont faire atelier à Bâle. Et comme il y a l'école politique de Lausanne, qui vont faire atelier à Bâle aussi. Donc 2 heures de train pour aller faire atelier. Et ils ont produit ça. Ils ont produit l'Institut pour la ville contemporaine, ils produisent un ensemble de publications, je vous fais ici, toute une série, et qui ont pour objet le dessin de la ville. Mais des dessins un peu de cet ordre-là, des dessins qui se terminent seuls. Comme si une ville pouvait se dessiner comme ça, avec une espèce de rêve d'accomplissement. Ceci pourra aller jusque-là, ceci devrait s'arrêter ici, ceci pourrait avoir polarité ici, ceci entretiendrait très une relation. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas du tout des blancs de veau, c'est
pas zone verte, zone bleue, zone mauve, c'est plutôt de plus d'énergie, moins d'énergie, on sait pas encore ce qu'est ce rouge, mixité sans doute, ce sera sûrement mixte. Mais une recherche de mixité, mais qui n'est pas pour autant une nébuleuse. C'est pas parce que c'est un peu de tout partout que c'est des gaz, ça prend n'importe quelle forme. Peut-être qu'il y a des structures, à ce moment-là, qui ont souvent à voir avec la structure de la nature, les rivières, les collines, etc. Voilà une relation peut-être entre le dessin et la manière de penser. Mais risqué, parce que peu déclaré. Alors si on voulait être moins risqué, si on voulait être un peu plus fiable, voilà, on pourrait dire ça comme ça, le nouveau titre pourrait être comme un crayon, ça devait être comme un couteau aiguisé, voilà, un lapsus. C'est mauvais, c'est un couteau aiguisé, il fallait écrire un couteau aiguisé parce que c'est une phrase de Beuys. On ne sait pas dire, voilà. Alors se trouve dans une configuration qui n'est plus celle de comme un couteau aiguisé. C'est comme un couteau aiguisé. C'est Beuys qui nous parle de ça. Or, la filiation entre Herzog de Meuron et Beuys, elle est claire. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si elle est claire, ça c'est une autre phrase. Elle est revendiquée. Après, elle n'est pas si claire. Qu'est-ce qu'Herzog de Meuron apprenne de Beuys? C'est une autre question, mais elle est clairement revendiquée. Je vais revenir sur ça à plusieurs reprises. Il parle de Beuys comme quelqu'un de très important pour eux. Donc on peut regarder Beuys. Alors Beuys, c'est pas du tout Rotterdam. Voilà. Donc voilà, l'amour des livres, l'amour des dessins, l'amour des peintures, nous mène peut-être vers Paul Rotterdam, c'est magnifique, nous mène peut-être vers Beuys, c'est magnifique. Nous mène vers d'autres, il y en aura d'autres après. Tout ça c'est magnifique, nous parlons tout. Donc Beuys. Et alors il y a des textes de Beuys, il y a des interviews, il y a des conférences, enfin il y en a plusieurs, non. Mais il y a une des conférences à Albert où Jacques Herzog parle du fait qu'il vienne de Bâle. Et que pour eux, Bâle c'est vraiment très important parce que pour eux c'est un pied en Europe du Sud, un pied en Europe du Nord. C'est intéressant à voir ça, je veux dire, parce qu'on a tendance, vu de loin, à considérer la Suisse comme étant tout à fait homogène. Qu'elle n'est pas du tout. Alors non seulement il y a la Suisse italienne, la Suisse francophone et la Suisse allemande, mais la Suisse allemande, c'est pas si unitaire que ça. Je peux vous dire que par exemple Herzog de Meuron, de Bâle, a construit à Pékin, Londres, San Francisco, Miami, enfin partout sauf à Zurich. Ça vous interpréterez ça comme vous voulez. Voilà, je veux dire à 50 km. À 50 km, mais qui sont protestants alors que les autres sont catholiques. Voilà, je veux dire. Bâle, il en parle Jacques en disant qu'ils sont dans l'Europe du Nord avec Beuys. Et d'autres, il va citer, et ils sont à pied vers l'Europe du Sud avec Aldo Rossi. Parce qu'Aldo Rossi a quitté l'Italie pendant quelques années, à l'époque des Brigades Rouges, tout devenu un petit peu tendu, n'est-ce pas? Il a dû quitter l'Italie et s'exiler, puis il est allé à Zurich. Et donc vous avez au même moment ces deux univers qui se croisent, et effectivement on peut penser qu'il a raison que Bâle a ce côté un peu vers le sud quand même, avec peut-être un côté exubérant. Carnaval, par exemple, le carnaval de Bâle, ça c'est la grande institution, on va en reparler, tout en étant en lien avec Burckhardt, dont il parle comme un sociologue, il est dans personne qui vous parle de la vie, et puis Beuys. Voilà. Et puis dans un autre livre, il nous dit ceci, Lot no Beuys, donc ils ont connu Beuys en 78, juste après être sortis de l'école, parce qu'ils avaient un travail pour le carnaval de Bâle. Le carnaval de Bâle, c'est une drôle d'histoire, donc c'est super sérieux, la finance du monde, et ça tout d'un coup, enfin la finance c'est à Zurich. Tout d'un coup, ils font le carnaval, et pour lequel ils avaient dû travailler, et pour lequel Beuys avait une commande. Et donc ils sont entrés en contact avec Beuys, et ils ont trouvé ça tellement important, et puis lui était tellement sérieux, que Beuys en a fini par faire une pièce qui s'appelle Feierstadt, qui est toujours à Bâle. Et l'interview se termine comme ceci, je peux vous garantir que l'expérience de travailler avec Beuys, comme assistant, collaborateur, ils étaient assistants de Beuys pour la fabrication de cette pièce-là, était particulièrement précieuse. Plus que tout ce qu'ils ont fait, ça leur a ouvert les yeux sur le monde inconnu, le monde de l'avant-garde, d'un artiste qui a une vision artistique et d'utopie politique. Un artiste angoisse, avec une base conceptuelle et philosophique, le premier plan, qui va les inspirer. Alors on peut réfléchir au dessin de Beuys, on peut réfléchir aux travaux de Beuys, à l'architecture, ou au discours sur la ville. On peut s'informer, donc tout ça est publié. Il existe des livres qui documentent très précisément le travail de Beuys quand il était à Bâle.
Même si parfois il y a des choses un peu étranges dans cette photo, parce que ça, c'est pas l'installation à bac, curieusement, ça c'est l'installation de bac qui par la suite va être installée ailleurs. Bon, enfin, soit, parce qu'il n'y a pas de lambris, c'est ça qu'il faut souligner. Avec des dessins magnifiques, dans lesquels Beuys explore toujours ces histoires d'écharpe, ces trucs, comment j'amène les choses sur place, comment j'occupe les bords dans l'espace, comment je fais des lignes pour tenir le bord dans l'espace, comment j'évoque des idées de centralité, ou aussi simplement dire c'est un dessin. Simplement c'est un dessin. Rotterdam, lui, il ne va pas jusqu'à la fabrique, il fait par ailleurs des installations, mais le dessin est plus autonome. Chez Beuys, c'est justement ce glissement qui permet d'être à la fois totalement abstrait et tout à fait déjà en train de dire voilà, ça se tient, hein, mais c'est aussi une manière d'occuper des bords, par exemple, et comment est-ce qu'on occupe des bords, et comment est-ce qu'on fabrique des choses, la manière de construire. Chez Beuys, ça va être très précis chaque fois. Pour produire des choses comme ça, des installations. Avec des géométries, avec des objets, puis avec une espèce de maniaquerie dans la fixation des choses, et puis des rythmes précis ou aléatoires, et puis forcément les détournements des matières. Ça, c'est une espèce d'empilement de feutre, et puis ça, c'est très beau, ce qui a servi à faire. Et puis aussi ces des choses déposées, des choses presque comme les colonnes dans l'appartement, déjà, une espèce de systématisme, et supposons qu'on fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis parfois, évidemment, on est en relation avec autre chose, mais c'est pas comme ça, c'est magnifique, et d'ailleurs il y a des Giacometti dans le coin, etc. On ne manque pas d'ouverture et de position, ou de choses qui sont presque comme une pièce baroque, comme une espèce de tristesse totale de la chose du corps qui se laisse aller. Bon, tout ça est magnifique, et les dessins sont magnifiques. Le dessin de Beuys, je pourrais faire l'exercice de vous les masser comme ça, pif-pof, un peu de Beuys, un peu d'Hervé de Meuron. Est-ce que vous savez reconnaître l'un? Est-ce que vous savez reconnaître l'autre? Une espèce de vivacité, de liberté, mais aussi de sérieux. Ça, c'est un projet d'Hervé de Meuron, c'est une recherche sur un bâtiment. Ça, c'est un dessin de Beuys. Et ça, c'est Hervé de Meuron. C'est un projet pour la piscine. Donc voilà, est-ce qu'on peut penser qu'il y a comme ça une espèce d'influence, je ne sais pas si c'est le mot, de familiarité, disons ça comme ça, des familiarités de pensée. Voilà. Tiens, les premiers regards sur la vie, genre Bacon, genre Rossi, c'est plutôt, on voit les choses apparaître d'une manière un peu plus neutre. Après, on va vers des dimensions peut-être plus artistiques, entre guillemets. Rotterdam, ce dessin qui se termine seul, c'est géométrie, et puis pourquoi pas Beuys, et pourquoi pas Hervé de Meuron. Celui-ci qui est sublime, évidemment, et qui est le projet qui est construit, ça c'est Vienne, tous les logements à Vienne, vous connaissez ce bâtiment, c'est l'ensemble du bâtiment, donc où ils tiennent les bords d'une très grande parcelle dans laquelle il y a toute une série de dispositifs de logement qui viennent se mettre et puis qui arrivent comme ça. Voilà, alors je ne prétends pas du tout dire que si vous regardez un artiste et puis ça devient un architecte et puis ça devient des bâtiments, ne me faites pas ce que j'ai bâti, c'est absolument pas ça. Mais il serait aussi un peu naïf de croire qu'on pense, et puis alors après la main n'a plus qu'à exécuter ce que l'esprit a conçu en dehors d'elle. Et qu'il y a des consistances dans tout ça. Et après il y a des jugements, il y a des éthiques aussi. Et on pourrait passer à quelqu'un d'autre en employant ces mots-ci pour nous guider, les tremblements du temps. Donc ça c'est un couteau, c'est celui-là, on revoit ça. Les tremblements du temps. Et là je vous propose de parler de Cy Twombly. Donc oui, c'était un nordique européen. Cy Twombly, c'est un Américain qui vit en Italie, un Américain, mais qui à un certain moment de sa vie va vivre en Italie et se partage, alors que Rotterdam c'est un Autrichien, se partage entre l'Italie et les États-Unis. Et ici, un très beau texte, je trouve, qui parle de Cy Twombly, qui nous dit ceci: j'ai toujours pensé que Twombly devrait être un verbe, si ça n'en était pas déjà un. Cela donnerait Twombly, verbe transitif, survoler pensivement une surface en traçant des lignes et des signes malicieusement évocateurs et se poser par intervalles dans une effusion affectueuse. Ça, Beuys, il n'aurait pas aimé. Hein, je veux dire. Ça aussi, il faut aussi apprendre, il me semble, à faire confiance, mais à être vigilant. C'est-à-dire, on aime ça, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut être très précis. Ça va chercher des références, mais aussi voir ce qui les distingue. Une effusion affectueuse, non. Ou alors peut-être un substantif. Twombly, non masculin, trait qui n'en fait qu'à sa tête. Parce que Twombly, c'est ça, évidemment, c'est une magnifique peinture.
peut-être des traits qui n'en font qu'à leur tête, parfois des fleurs, parfois des traits simplement de surface, évidemment, on va aller vrai, hein. C'est clair que on peut y a toute une relation à la matière dans ce dispositif de présentation. Du blanc sur de la peinture qui est presque blanche, sur des écrits qui sont presque creusés, enfin toute une vie de la chose, toute une écriture presque une écriture, on pourrait dire ça comme ça, ou un mouvement. Quel mouvement? Le mouvement de la main, le mouvement de la figure par rapport au fond, le mouvement de la géométrie aussi, les profondeurs d'espace qui apparaissent dans tout ça. Après c'est très étrange parce qu'il y a des photos comme ça qui sont très rigolotes, vous voyez l'atelier des saltos, comme ça, c'est un petit livre, comme tous ces tableaux, soit on n'avait pas fini le sol et comme ça, à force de décider, le sol ça finit par être un salto. La question de la limite, la question du bord. Je voulais simplement passer un peu plus de temps à regarder les dessins. Ça, c'était pour parler des dessins publics, hein. On va regarder les dessins, surtout les dessins des premières périodes, qui sont très très beaux, ça et tout Bon, ça a fait déjà quelques crises avec quelques neveux, je ne vous cache pas, qui me disent que si c'est pour faire ça, je pourrais le faire moi-même. Vous connaissez toute cette histoire-là. Est-ce qu'il suffit de retirer du papier? Est-ce qu'il faut quand même faire un trait vertical ou pas? Est-ce qu'il y a une question de densité auquel on peut être attentif? Est-ce qu'il y a un moment, une manière de faire vibrer l'air? Est-ce qu'il y a des répétitions, des gommes, des insistances? Est-ce qu'il y a de la géométrie dans tout ça? Est-ce qu'il y a des stratifications? Enfin, toutes les questions d'architecte. Est-ce qu'on va chercher des bords? Est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'il y a des cadrages? Est-ce qu'il y a une liberté? Par endroit, plus que par endroit? Est-ce qu'il y a une autonomie par endroit, plus que par endroit? Est-ce qu'il y a des figures, des configurations? Est-ce qu'il y a de l'air? Est-ce qu'il y a du vide? Est-ce qu'il y a de l'espace dans tout ça? Est-ce qu'il y a de l'air? Est-ce qu'il y a du vide? Est-ce qu'il y a de l'espace? Après, il faut en voir plusieurs. Voilà. Donc, en fait, une de ces choses que l'on pourrait dire aussi, c'est que ce serait gentil de montrer ça pour mon anniversaire, mais il en faut beaucoup. Donc il faudra vous coordonner. Je veux dire, le 1, c'est pas très intéressant. 1, ça a ce côté et quand on en voit 10, effectivement, on comprend ce que c'est qu'une question de texture, ce que c'est qu'une question de bord, ce que c'est qu'une manière de se tenir. Quelle est la vie qui va avec ça? Quelle est la pensée architecturale et urbaine qui va avec ça? Et il y a un texte qui est magnifique, qui est disponible évidemment, de Roland Barthes, L'Empire des signes, les degrés zéro de l'écriture, mythologie, enfin, un grand texte que vous avez lu, n'est-ce pas? Et puis il y a un texte où il parle de Saint-Omer. C'est très beau. Barthes ne parle plus du Japon comme dans l'Empire des signes, il ne parle plus des mythes, il est fasciné par Saint-Omer, et il nous dit des phrases dont celle-ci, cela tombe, cela pleut finement, cela se couche comme des herbes, cela rature par désœuvrement, comme s'il s'agissait de rendre visible le temps, le tremblement du temps. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très inspirant, parce qu'il y a des architectes qui pensent au tremblement du temps. Ça, c'est pas du tout la grande figure de Bacon, pas du tout. Ce sera ça, une espèce de destin, comme ça, la figure vers laquelle la forme doit évoluer. Paris est fait pour être perpendiculaire à gauche, et non, peut-être qu'il y a des gens, ici c'est un dessin de Sekibigano, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que voilà, il y a des traits, ben voilà, peut-être qu'il faudrait maintenant simplement être sûr qu'on puisse encore en faire un là et puis un ici. Et puis afin le tremblement du temps, on se dit voilà, c'est certainement pas l'œuvre figée, les choses ne bougeront plus, non pas du tout. C'est certainement pas l'œuvre en mouvement vers un destin, c'est une espèce de grande figure qui serait le projet, mais c'est le passage du temps, la manière de chercher le temps, mais le tremblement du temps. Et je trouve ça vraiment très inspirant. Donc des dessins qui vont peut-être assez bien avec les dessins de Saint-Omer sur la question du temps, du tremblement du temps. On peut poursuivre encore en discutant précisément de la forme et de ces tremblements au sein de la part du dessin qui se termine seul, le tremblement du temps. Et le titre serait cette fois-ci des vases, des fleurs et des bouquets. Voilà, et ce serait sur base de ce dessin de Siza. Voilà, Siza qui dessine une ville, Siza qui dessine un quartier près de Évora qui s'appelle Malagueira, et dans lequel il va faire
des dispositifs, et puis d'autres découpages, et puis d'autres choix typologiques. Avant de commenter ça, je voudrais simplement revenir à quelque chose de plutôt rigolo. Une grande tante décédée, on pouvait choisir tous quelque chose chez elle en souvenir, et il y avait une collection des premiers Larousse. J'ai pris les premiers Larousse. Et alors je me suis amusé, évidemment, arrivé chez moi à aller voir des trucs comme ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que moteur diesel qu'il n'y a pas? Qu'est-ce que c'est que ceci, il n'y a pas? Qu'est-ce que c'est un urbaniste? Je dis, tiens, je vais voir ce que c'est. Le tout premier Larousse nous dit ceci: un urbaniste, c'est le partisan d'Urbain VI contre Clément. C'est rigolo, hein? C'est le partisan du pape Urbain. Il y a une guerre de pape et ceux qui sont pour Urbain, c'est les urbanistes. Et l'urbanité, savez-vous ce que c'est? C'est la politesse des anciens Romains. C'est la politesse que donne l'usage du monde. L'urbanité. Voilà, alors moi je reviens à dessin de Cisa et puis je propose ceci. Il nous arrive parfois de ne pas reconnaître un visage qui nous était pourtant familier, parce qu'il a changé. Ça vous est arrivé, hein? Vous voyez quelqu'un, vous dites tiens, j'ai vu moi aussi, tiens, j'ai vu lui. On ne le reconnaît pas vraiment. Voilà, parce qu'il a changé. Et si c'était l'inverse? La séparation s'annoncerait ainsi: j'ai tellement changé, je ne te connais plus. Ça arrive, évidemment, c'est pas nous, c'est pas les choses qui changent, c'est notre regard qui change. Voilà, ça m'intéressait, mais ça ne m'intéresse plus, c'est pour ça que je ne le reconnais pas. Et pour la vie, on peut s'éloigner de certains bâtiments et se détourner de quartiers entiers parce qu'on a changé, on ne les connaît plus. Et en peu de patience, pour que nos yeux changent encore, nous tranchons alors, déchirons nos cités en fossés de poussière, mais leur résistance est inattendue. Il serait léger de penser qu'il suffirait de remplacer chacun de ces bâtiments pour qu'une ville comme Amsterdam s'efface et se noie tout entière dans l'épaisseur de son passé. Plusieurs niveaux d'invention se superposent en effet dans la ville, ce qui garantit que les choses étrangères puissent s'y côtoyer, les choses et les gens, l'urbanité, la politesse, que donne l'usage du monde qui s'annonçait dans les dictionnaires anciens. Plusieurs niveaux se superposent, nous aurons des vases, des fleurs et des bouquets. Plusieurs niveaux d'invention, nous aurons des bateaux dans nos ports, des bannières accrochées aux mains de nos beffrois, des prières arrachées au creux de nos effrois. Plusieurs niveaux d'invention, des villes, des avenues et des maisons. Il me semble que parfois, on ne se pose pas évidemment la question du nombre de couches qu'il y a à l'invention. Il faut inventer, c'est sûr. Mais pour faire un bouquet, est-ce qu'il faut inventer les fleurs? Et est-ce qu'il faut inventer le vase? Ça n'est pas sûr. Voilà. Alors voilà, je parle aux étudiants, évidemment, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut penser? Vous devez inventer quelque chose. Il y en a, je pense, qui ne se sentent pas inventifs, s'ils ne parviennent pas à inventer les fleurs, ils ne parviennent pas à faire un bouquet. Je trouve que tous les architectes devraient d'abord apprendre à faire un bouquet. Donc, c'est-à-dire de se dire, tiens, ben voilà, il y a des fleurs, et avec des fleurs, on peut faire un bouquet. On ne doit pas inventer des fleurs. Voilà. Et les poètes peuvent inventer les poèmes les plus beaux, mais pas les mots. L'échelle d'invention, ce n'est pas le A, le B, le C et le D, comme ça. Si Apollinaire ou Éluard se met dans l'idée d'inventer toutes les manières de mettre des A, des B et des C ensemble, ça ne va pas être chouette. Je veux dire, Apollinaire ou Éluard, ils prennent les mots comme ils existent. Et puis ils inventent tout à partir des mots. Alors quels sont les mots que les architectes reprennent? Donc on doit inventer, sans doute, mais faut-il tout inventer? Voilà, nous aurons des villes, des avenues et des maisons. Voilà, des bases, des fleurs et des bouquets. En ce sens, c'est ce dessin où la ville elle-même que désignait Giacometti dans son dernier ouvrage Paris sans fin. À plusieurs niveaux d'invention, nous aurons des bateaux dans nos ports. Voilà, on ne doit pas dessiner les bateaux quand on dessine les ports. On ne doit pas dessiner les bannières quand on dessine les beffrois. On ne doit pas dessiner à la fois des villes et des avenues et des maisons. Certains dessinent des villes, d'autres dessinent des avenues et d'autres dessinent des maisons. Nous, on peut tout dessiner à condition qu'on ne dessine pas tout. Voilà. On peut bien dessiner des villes pour peu qu'on ne dessine pas les avenues et pour peu qu'on ne dessine pas les maisons. On veut bien dessiner les maisons pour peu qu'on ne dessine pas les avenues. Donc voilà ce que nous dit ce genre de choses. On peut tout dessiner, mais il ne faut pas tout dessiner. En tout cas, plusieurs niveaux d'invention, nous avons des bateaux, des repos. Voilà, il y a des paysages, il y a des structures urbaines, il y a des topographies, il y a des bâtiments, il y a des ferronneries, il y a des étendues, il y a des dispositifs de division, il y a des objets, il y a des ports qui attirent les objets. Ça me paraît important alors de parler de cette question du dessin, de ces structures-là, et puis d'arriver à un dernier point qui serait celui-ci. L'absence. L'absence comme une valeur urbaine. La crainte étant ce qu'on appellerait en anglais over-design. Beaucoup de projets, comme ça on les regarde, et le seul mot qui vient à l'esprit c'est le over-design, comme trop de choses. Enfin, pas trop de choses, c'est pas la même. Ces gens, voilà, ils ont voulu faire le vase, ils ont voulu faire le bouquet, et ils ont voulu faire les fleurs.
C'est-à-dire c'est tout sauf la ville. Voilà, il y a des dessins comme ceux-là, dont on pourrait parler en termes de texture, d'énergie, de ligne, de surface, de contour. Et dire ceci. Certains dessins clarifient le regard, d'autres au contraire épaississent le doute. Ils s'y tiennent simplement sans tenter d'y échapper. Pas d'hésitation, pas d'arrêt dans la décision, mais une oscillation de référence qui se recouvre et se complète. Le doute. N'est-ce pas la ville qui elle aussi nous y invite? Tout y a été pesé, mais pas complètement, mais pas pour toujours. La ville en ces lieux ne se fait pas comme un pommier fait les pommes. Chaque chose fait l'objet d'un choix. Toute construction, toute destruction a été décidée. Chaque rangée, chaque exception se tient dans une structure ouverte aux interprétations. Così fan tutte, elles feront tout ce qu'elles veulent. De toute façon, on fait une ville, la maison, c'est une autre chose. Ainsi fera-t-elle les villes nouvelles des villes infinies. C'est ceci, mais ça aurait pu être autre chose. Mieux, c'est ceci et autre chose à la fois. Chaque maison nous dit autant d'elle-même que des autres maisons. Pas d'une autre maison particulière, mais des autres maisons, semblables et différentes. Chaque clocher, chaque canal, boulevard ou cimetière ne parle pas seulement de lui-même ou d'un autre, mais de lui-même et des autres. Curieuse situation celle de la ville. L'œuvre existe parce qu'elle n'est pas unique, ou plus exactement, parce qu'elle n'est pas seulement unique. Parce qu'elle est tout à la fois unique et tenue dans une catégorie. Ce qu'on appelle la typologie. Je doute encore, cette fois dans ce dessin, un trait, une surface noire, blanche, tracée, lissée, gommée, un trait, une surface, ou un corps, un sein, une épaule, un sein, un ventre. Le doute et l'évidence ne se fouillent pas l'un l'autre, tout au contraire, n'embalancement que celui-ci, la chose singulière et ce qu'elle peut illuminer. Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est pas abstrait? Est-ce que l'on voit ce que la personne a voulu qu'on voit? Est-ce qu'on ne voit pas? Quelle importance? Je veux dire, quelle importance? Toutes les lectures sont bonnes et bienvenues. Alors certains considérant ça comme un dessin complètement abstrait, d'autres disent ah ben oui évidemment c'est machin un truc, comment elle s'appelle encore celle-là qui était modée le mardi après-midi. Voilà, je dis soit on a fait une référence très précise, un moment très précis avec une lecture très précise d'une épaule, d'un sein, soit au contraire on va simplement partir dans écouter ceci, c'est cela, et puis ça se met en mouvement dans la pensée par rapport à telle et telle structure. Que la situation de la vie, l'œuvre existe parce qu'elle n'est pas unique. Plus exactement parce qu'elle n'est pas seulement unique, parce qu'elle est tout à la fois unique et tenue dans une catégorie. Donc voilà une manière de parler de l'absence, de cette indécision de la pensée, de cette ouverture possible, l'absence de sens définitif. C'est ça pour toujours et pour tout le monde. Non, une espèce d'absence dont on peut encore parler autrement ici. Voilà, un morceau de la terre, un morceau de l'eau, et puis une ville, évidemment, Split qu'on connaît, avec Split qui est là. Split avec une figure qu'on identifie, une figure d'ailleurs qu'on identifie, tiens, ici avec sûrement des fortifications, et puis d'ailleurs il y a ceci, dont ceci était un mort, voilà, la fortification partait là, elle faisait tout ça, et puis d'ailleurs il y a ça, et puis si on cherche, on sait évidemment que ceci n'est pas unitaire, que ceci est fait d'une première partie et d'une deuxième partie, et que cette première partie c'était de l'empereur romain. Voilà, après il y a plusieurs manières de dessiner. Certaines manières qui saturent. Voilà, certains archéologues veulent être sûrs qu'il y avait vraiment deux cyprès et que le vent soufflait par là. Donc c'est-à-dire une image de ce que c'était sans doute. Et c'est utile. Voilà. D'autres veulent reconstruire ce que c'était, la grande galerie au bord de l'eau. Voilà, je quitte l'Italie continentale et je vais de l'autre côté de la mer et je vais dans une ville avec une galerie au bord de l'eau. Avec une galerie au bord de l'eau qui emmène à l'intérieur des géométries, des exceptions, des... Voilà. D'autres, Rossi et compagnie, vont prendre des dessins comme ça. Ce que c'est. Et vont nous dire, oui, à l'évidence, ceci est une étendue qui a d'autres structures que cette étendue-là, et c'est pas la peine d'expliquer 20 fois ce qui s'est passé. Je vois bien parce que les textures sont différentes, parce que les géométries des textures ont des découpages très spécifiques. Et puis, il y en a qui dessinent ça. Et ça, c'est inspirant. C'est Palladio. Palladio dessine ça. Pas beaucoup. Voilà.
Palladio dessine. Donc dessiner, on a parlé de ça aujourd'hui, dessiner le monde pour peut-être reconstruire le début d'une pensée, peut-être voilà, une manière de penser à l'utopie. Donc que peut-il advenir à partir des choses telles qu'elles sont? Mais pourquoi tant d'absence? Alors je vous propose ceci. 20 raisons pour dessiner peu, presque trop peu. Ça n'a aucun sens, évidemment. Si Palladio nous écoute, ça n'a aucun sens. Mais parfois, ça aide à penser. Pour quelle raison est-ce que Palladio dessinerait si peu? Parce que les autres choses, celles qu'il n'a pas reprises, sont trop déformées pour qu'on sache les dessiner facilement. Parce qu'elles sont faites de géométrie trop complexes pour s'en saisir par des outils élémentaires. Vous pouvez imaginer ces situations, je dessine ce truc que je voulais que je dessine. Au moins, ça, c'est simple à dessiner. Je ne dessine pas le reste. Voilà. C'est un problème de qu'est-ce que l'on peut appréhender. Parce que ces dessins, parce que certaines choses changent plus vite que nos dessins. Ça aussi, Palladio, il ne faut pas dessiner des trucs qui vont être démontés dans les 3 heures. Il dessine des choses. Voilà. Et certaines choses changent plus vite que nos dessins, comme les plages, dont les traits se raturent sous la force des vagues. 3. Il faut dessiner l'espace. Ça, c'est plus intéressant. On peut dessiner beaucoup, c'est tenir à distance. C'est facile de dessiner une chose, mais c'est difficile de dessiner l'espace, évidemment. Dessiner peu, c'est mesurer l'espace que l'on veut accorder ou que l'on veut s'accorder. 4. Parce que certaines choses nous engagent de manière trop personnelle. Voilà, il ne faut peut-être pas trop dessiner ce balcon, par exemple, c'est pour moi des souvenirs précis. Dessiner peu, c'est éviter de parler de soi, c'est offrir aux autres ce qu'ils savent connaître pour s'y reconnaître. 5. Parce que Palladio voyait le monde depuis Venise. Il n'a dessiné que les lieux où résonnait le large, la galerie qui ouvre sur la mer sur la ville et les pièces qui enchaînent jusqu'au creux des coupoles. Ça aussi, c'est, voilà, on dessine avec des yeux. Voilà, il vient de Venise, forcément, il s'occupe que des trucs qui s'occupent de l'eau. 6. Parce que Palladio n'a dessiné que des contours. Ça aussi, c'est une question, délaissant les souffles. C'est facile de dessiner de nouveau des contours, mais tout ce qui n'est pas un contour, c'est pareil. J'avais montré récemment dans une conférence où je vais parler à l'étranger de la forme de Bruxelles, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire comme dessin? Il y a un dessin très intéressant de la forme de Bruxelles qui est le tracé des avions. Ouais. Je peux vous dire que ça a un grand impact sur la forme de la ville, par où passent les avions. C'est la trace c'est des beaux dessins, c'est la trace de tous ces avions dans l'air, comme ça, et puis qui évidemment ennuie certaines personnes, n'ennuie pas d'autres, font doubler le prix des bâtiments là, font chuter le prix des bâtiments là, etc. Donc la question du contour n'est pas la seule question que le dessin doit adresser. 7. Pour ne pas s'épuiser. Voilà. Peut-être qu'il ne faut pas trop dessiner parce qu'il faut laisser quelques secrets, n'est-ce pas, empilés en coulisses. 8. Pourquoi est-ce qu'il dessinerait que ça? Parce que ces choses et ces structures sont les seules qui soient spécifiques, particulières, celles qui varient de ville en ville. Il n'allait pas dessiner le magasin de poissons, il y en a partout. On pourrait aussi dire ça, on ne va pas trop dessiner. On va laisser ce dessin dans un état d'indécision par endroit, ou d'absence, plutôt d'indécision, d'absence. Ou alors parce que ce sont les seules choses qui furent dessinées. On pourrait ne dessiner que ce qui a été dessiné. Le reste, sans doute, s'étant bâti sans dessin. Pourquoi aller à la recherche des règles de fabrication d'une chose s'il n'y en a pas eu? On pourrait dire ça aussi. 10. Parce que les yeux s'inondent dès que la main choisit. Alors ça, c'est sûr. C'est ce que j'ai expliqué avec l'appareil photo. L'appareil photo s'inonde encore plus que l'œil. Il reçoit tout en une fois, des milliers de pixels, comme ça. Même le capot arrière d'une voiture bleue qui ne l'intéresse pas. Quoi. Les yeux s'inondent, mais la main choisit. 11. Hommage à Arduino Cantafora, n'est-ce pas, grand maître qui m'a parlé de choses comme ça, pour se garder sous l'absolue beauté de tous les commencements. Bon, c'est des hommages ce soir, donc à mes anciens profs de Rotterdam, Cantafora, la présomption d'innocence, en hommage à la reine, le sacrifice du sable blanc, le regard du taureau qui ne laisse qu'une chance. Voilà, Torero, c'est vous avez une chance, pas deux. Et puis, il fut une époque où on dessinait en gravant du cuivre. Vous avez une chance, pas deux. Dessiner peu, c'est être attentif à ce respect pour, voilà, et si quand même c'était important, si tout ça était important. Dessiner peu, pourquoi? Parce qu'un dessin retient quand chacun s'applique à gommer ce qui n'offre que peu de résistance. Ce serait un dessin de dissection, écorchant jusqu'à l'ossature. 13. Qu'est-ce qu'on dessine quand on dessine peu? Parce que ce sont les choses que les habitants n'ont pas emportées.
La ville ainsi serait ce qui se maintient quand nous l'avons quittée. Ces choses seraient ancrées, lourdes à porter. Ces choses seraient sans doute inutiles sous tous nos autres cieux. 14. Palladio dessine peu. Pourquoi? Parce que Palladio a choisi de dessiner ce qui ne sert à rien de particulier. Le reste sera dessiné par d'autres mains. Les navires par les marins, les volets par les menuisiers, les pâturages par les bergers. De quoi s'occupent les architectes? Peut-être ce dont les autres ne s'occupent pas. On pourrait dire ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il dessine peu? Peut-être ceci, peut-être parce que Palladio n'a dessiné que les lieux où il s'est arrêté. C'est le lieu où l'architecture ralentit la vie, qui alors ce qui est pauvre. 16. Alors ça c'est le plus important, enfin c'est pas le plus important. Pour nous libérer pour un autre destin. Je dis, vous savez quoi, dans un quart d'heure j'ai fini, quoi. Alors, je veux dire, à un moment il faut aussi se libérer pour faire autre chose. À un moment on dessine peu parce qu'en fait voilà, tout n'est pas l'œuvre d'une vie. Voilà. Je veux dire, à un moment on fait un truc, on fait un bâtiment et puis on en fera un autre. Je veux dire, c'est difficile à assumer tout ça, mais un jour, voilà, le bétonneuse arrive, la toupie arrive, le béton coule, ce sera ça, on fera mieux une autre fois. Et c'est particulièrement libérateur. Voilà. Dessiner peu pour nous libérer pour un autre destin. 17. Pourquoi est-ce qu'il dessine peu? Parce que ce n'est pas une échelle adéquate pour dessiner les autres choses, ou pas le bon cadrage. C'est pas dessiner à la même échelle la forme de la ville, les tables, les chaises et les lits, Coney Island, la Voie lactée et les ports où s'achète le poivre et la cannelle. Vous voudriez dessiner quelque chose, mais simplement, il y a un moment, voilà, comment on fait? Je voudrais dessiner sport, enfin, ça a un sens que de savoir où on achète. Un seul cadrage ne suffit pas. 18. Pourquoi dessiner peu? Parce que le reste pourrait être fait par quelqu'un d'autre. Voilà, comme si Vinci n'avait saisi que le regard de la Joconde, en laissant à d'autres le dessin des paysages. Parce que le reste, non pas pourrait, mais parce que le reste devrait être fait par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est une ville et pas un bâtiment. Je vous remercie pour votre attention.